Il était assis en silence sur le banc lorsque la police a donné l'ordre d'attaquer. Mais soudain, le chien a fait quelque chose à quoi personne ne s'attendait, et en quelques secondes, tout a changé. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. La silhouette solitaire était assise sur un banc rongé par la rouille, sous l'abri de travers d'un ancien arrêt de bus, à la lisière de Redstone Ridge, une petite ville perdue au milieu des étendues brûlées de l'Arizona. Le soleil de midi écrasait la terre avec une violence presque irréelle. L'asphalte fendillé semblait respirer sous la chaleur. L'air tremblait comme si le monde lui-même peinait à supporter cette immobilité suffocante. Il n'y avait presque aucun bruit, seulement un souffle sec venu du désert, chargé de poussière, et, au loin, le grondement occasionnel d'un moteur qui disparaissait aussitôt qu'il était apparu. L'homme était immobile. Pas une valise à ses pieds, pas de bouteille d'eau, pas même l'ombre d'un sac. Aucun document visible, rien qui puisse expliquer sa présence à cet endroit précis, à cette heure précise. Sa posture était droite, rigide, presque trop correcte pour un simple voyageur. Son dos ne touchait que légèrement le dossier du banc, comme s'il restait en alerte permanente. Son regard, fixé droit devant lui, ne suivait ni la route ni l'horizon. Il semblait attendre quelque chose qui ne figurait sur aucun panneau d'horaire. Les habitants de Redstone Ridge remarquèrent l'homme sans vraiment le vouloir. Dans une petite ville, l'étranger est toujours visible, même quand il essaie de se fondre dans le décor. Les regards glissèrent d'abord par curiosité, puis revinrent avec insistance. Quelque chose dans cette silhouette figée sous le soleil implacable dérangeait. Ce n'était pas la tenue usée par le sable, ni la poussière incrustée dans le tissu, mais cette impression troublante qu'il n'était pas là par hasard. Comme si le désert lui-même l'avait toléré sans jamais vraiment l'accepter. Certains pensèrent qu'il s'était perdu, d'autres parlèrent d'un vagabond. Mais la police, elle, vit autre chose. Une présence qui ne collait pas avec la lenteur habituelle de la ville. Une discipline trop visible, une retenue trop maîtrisée. Les petites villes sentent les intrus bien avant de savoir pourquoi elles s'en méfient. Personne ne savait encore que l'homme s'appelait Michael Hale. Ancien capitaine du corps des Marines des États-Unis, il portait sur ses épaules plus de 20 années d'opérations secrètes, de zones de conflit et de missions dont on ne parlait jamais à voix haute. La guerre avait brûlé en lui tout ce qui était superflu, ne laissant que la discipline, la mémoire et des ombres qu'il n'avait jamais vraiment quittées. Il avait appris à rester invisible, à observer sans être observé, à attendre sans trahir l'attente. Assis sur ce banc, il ressemblait moins à un homme en pause qu'à un soldat en mission, même si personne autour de lui n'en connaissait la raison. Redstone Ridge n'était pas un choix accidentel. Michael s'y trouvait dans le cadre d'une surveillance non officielle. Une opération qui n'existait dans aucun rapport public, qui ne portait aucun numéro de dossier. Une filière clandestine utilisait les routes désertiques pour des transports camouflés en convois ordinaires. Des itinéraires poussiéreux, des horaires irréguliers, des cargaisons qui n'apparaissaient sur aucune liste. Michael devait observer, noter, attendre, être invisible. L'arrêt de bus n'était qu'un point d'observation parmi d'autres. Un endroit banal où personne ne devrait vraiment regarder. Mais l'absence de banalité finit toujours par attirer l'attention. Dans la quincaillerie située à quelques rues de là, Emily Carter leva les yeux vers la fenêtre et sentit ce léger malaise qu'elle avait appris à reconnaître au fil des années. Elle avait grandi à Redstone Ridge. Elle connaissait les habitudes de la ville, ses silences, ses fausses tranquillités. Depuis l'accident qui l'avait laissée boiteuse, elle observait le monde avec une prudence accrue, presque méfiante. Elle savait reconnaître les gens qui attendaient un bus de ceux qui attendaient autre chose. Et l'homme sous l'abri ne ressemblait pas à un voyageur. Son regard était celui de quelqu'un qui anticipe, quelqu'un qui écoute même quand il n'y a aucun bruit. Émilie sentit que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir expliquer quoi. Elle ne parla à personne. Elle prit simplement le téléphone et composa le numéro du bureau du shérif. Sa voix fut calme, posée, presque distante. Elle ne dramatisa pas. Elle signala un homme étrange, immobile depuis trop longtemps, sans bagage, à l'arrêt de bus. Elle raccrocha et reprit son travail, mais le silence de la ville lui sembla soudain plus lourd. Michael, de son côté, n'ignorait pas les regards. Il les percevait comme on perçoit un changement dans le vent. Il savait reconnaître le moment précis où une observation passive devenait une décision.
Il resta pourtant immobile. Réagir trop tôt aurait attiré l'attention. Bouger aurait confirmé les soupçons. Il se contenta de respirer lentement, en contrôlant chaque mouvement, chaque battement de cœur. La chaleur faisait perler une sueur qu'il ignorait volontairement. La patience faisait partie de son entraînement. Quand le bruit d'un moteur se rapprocha enfin, il comprit que son invisibilité avait pris fin. La voiture de patrouille apparut au bout de la route, soulevant un nuage de poussière. Les secondes semblèrent d'un s'étirer. Le soleil continua de frapper la tôle ondulée de l'abri. Michael resta assis, exactement comme avant. Il n'y avait plus rien à faire que laisser la situation suivre son cours. Dans une ville comme Redstone Ridge, la tranquillité ne se brise jamais brutalement. Elle se fissure lentement, presque poliment, jusqu'à ce que tout le monde comprenne que quelque chose vient de changer. L'homme n'aurait pas dû être là, et désormais, tout le monde allait vouloir savoir pourquoi. La voiture de patrouille s'arrêta à quelques mètres de l'arrêt de bus, soulevant un dernier nuage de poussière avant que le moteur ne s'éteigne. Le silence revint presque aussitôt, plus tendu encore qu'auparavant. Michael Hale ne bougea pas. Il entendit les portières s'ouvrir, les pas mesurés sur le gravier, le froissement des uniformes. Tout cela lui était familier, trop familier. Son corps reconnaissait la scène avant même que son esprit ne la formule. Les policiers s'approchèrent avec prudence. Leur attitude n'était pas agressive, mais elle n'avait rien de détendu non plus. Ils posèrent les questions habituelles, celles qui servent autant à obtenir des réponses qu'à observer la manière dont elles sont données. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Où allez-vous? Michael répondit calmement, sans élever la voix, sans donner plus d'informations que nécessaire. Il expliqua qu'il faisait une pause, qu'il attendait. Il ne mentait pas complètement, mais il ne disait pas tout. Son ton était maîtrisé, trop maîtrisé pour inspirer confiance à des hommes habitués aux réactions ordinaires. On lui demanda ses papiers. Il expliqua qu'il n'en avait pas sur lui. Les regards échangés furent rapides, lourds de soupçons. Dans le cadre d'une procédure normale, cela suffisait déjà à justifier une vérification plus approfondie. L'un des agents remarqua alors le petit carnet que Michael gardait sur lui. À l'intérieur, quelques notes, des chiffres, des coordonnées griffonnées avec précision. Pour Michael, ce n'était qu'un outil de travail. Pour la police, c'était une anomalie de plus, un élément qui ne collait pas avec l'histoire d'un simple passant. La tension monta d'un cran. Les agents se consultèrent à voix basse, tout en gardant Michael dans leur champ de vision. Son calme, loin de les rassurer, renforçait leur méfiance. Il ne semblait ni inquiet ni surpris. Il attendait, comme s'il avait prévu cette rencontre. Dans l'esprit des policiers, l'image d'un homme potentiellement dangereux commença à prendre forme, nourrie par l'absence de documents, la discipline militaire évidente et ce carnet dont personne ne comprenait vraiment l'utilité. La décision fut prise d'appeler des renforts et d'appliquer le protocole. Dans une petite ville, ce genre de situation ne se produit pas souvent, mais quand elle arrive, on préfère prévenir que regretter. Le soleil continuait de peser sur la scène, rendant l'air presque irrespirable. Michael sentit la chaleur glisser le long de sa nuque, mais il resta immobile, conscient que le moindre geste brusque pourrait être interprété comme une menace. Lorsque le véhicule blanc du groupe tactique apparut à son tour, la situation bascula définitivement. Ce n'était plus un simple contrôle d'identité. La présence de ce type d'unité signifiait que la ville considérait désormais l'homme comme un risque potentiel. Michael observa la voiture s'arrêter, les portières s'ouvrir avec précision. Il reconnut immédiatement la dynamique d'une intervention structurée. Tout suivait une logique qu'il connaissait trop bien. La première à descendre fut Laura Bennett, la cynologue. Elle se déplaçait avec assurance, sans précipitation, habituée à ce genre de scénario. À ses côtés, la silhouette puissante d'un berger allemand attira immédiatement l'attention. Le chien avançait avec une discipline exemplaire, chaque pas mesuré, chaque mouvement contrôlé. Officiellement, il s'appelait Rex. Dans les rapports, il était décrit comme une unité de service au rendement irréprochable, un animal entraîné à obéir sans hésitation. Laura faisait confiance à son partenaire plus qu'à n'importe quel autre outil. Elle savait lire ses réactions, interpréter la moindre variation de posture ou de respiration. Jusqu'à présent, Rex ne l'avait jamais déçu. Pourtant, dès l'instant où il posa les yeux sur l'homme assis sous l'abri, quelque chose changea. Le chien s'immobilisa. Ce n'était pas l'arrêt brusque d'un animal prêt à attaquer. C'était une hésitation.
Ses oreilles se plaquèrent légèrement en arrière, sa queue s'abaissa et sa respiration se fit plus lente. Laura fronça imperceptiblement les sourcils. Elle donna une première commande, claire, précise. Rex ne réagit pas. Il resta figé, les yeux fixés sur Michael. Autour d'eux, la tension devint presque palpable. Les policiers s'attendaient à une progression rapide, à une démonstration de contrôle. Mais le protocole venait de se heurter à quelque chose d'imprévu. Laura répéta la commande, un peu plus fermement. Le chien fit alors un pas en avant, mais ce n'était pas le mouvement assuré d'une attaque. C'était un pas prudent, presque hésitant. Michael sentit son cœur se serrer. Il n'avait pas encore bougé, mais quelque chose en lui venait de reconnaître une présence avant même que son esprit ne l'accepte. Le chien émit un son étrange, à peine audible, qui n'était ni un grognement ni un aboiement. C'était un gémissement sourd, chargé d'une émotion difficile à définir. Les secondes s'étirèrent. Personne n'osait intervenir. Rex avança encore, lentement, comme attiré par une force invisible. Puis, contre toute attente, il posa sa tête contre la poitrine de Michael et s'y appuya de tout son poids. Le contact fut à la fois doux et irrévocable, comme une certitude longtemps enfouie qui refaisait surface. Un murmure parcourut les témoins. Les policiers échangèrent des regards incrédules. Laura resta figée, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Jamais Rex n'avait agi de la sorte. Michael leva lentement la main et la posa sur la tête du chien. Son geste était mesuré, respectueux, presque tremblant. À l'extérieur, son visage demeurait impassible, mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Le protocole venait d'échouer. La situation n'était plus maîtrisée par les règles, mais par un lien que personne n'avait anticipé. Dans l'air brûlant de Redstone Ridge, sous le regard de toute une ville, une évidence silencieuse venait de s'imposer, sans que quiconque ne sache encore comment l'expliquer. Michael Hale resta immobile, la main posée sur la tête du chien, comme si le moindre mouvement risquait de briser quelque chose de fragile et d'irréversible. Autour de lui, le monde continuait d'exister. Le soleil écrasant, les silhouettes figées des policiers, le souffle chaud du désert. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait lentement, mur après mur, souvenir après souvenir. La chaleur n'avait plus d'importance. Le bruit avait disparu. Il n'y avait plus que ce contact, cette présence contre sa poitrine, lourde et familière, trop familière pour être le fruit du hasard. Le chien tremblait légèrement. Michael le sentit avant même de le voir. Une vibration discrète, presque imperceptible, mais chargée d'une tension ancienne. Il reconnut l'odeur, mêlée de poussière et de chaleur, une odeur qu'il n'avait jamais oubliée, même après des années. Il reconnut la façon dont la tête se plaçait instinctivement, l'angle précis du corps, la confiance silencieuse dans ce geste simple. Tout en lui criait une vérité qu'il avait longtemps refusé d'admettre. Il ferma les yeux un bref instant, et le désert de l'Arizona s'effaça. Les montagnes arides de l'Afghanistan surgirent dans sa mémoire avec une netteté douloureuse. L'air y était plus sec encore, chargé de poussière et de peur. Les missions s'enchaînaient sans répit, et chaque pas pouvait être le dernier. À ses côtés avançait toujours un berger allemand, musclé, vigilant, les sens tendus vers l'invisible. Son nom était Sentry. Il n'était pas un simple chien, il était un partenaire, un soldat à part entière, entraîné pour détecter ce que l'homme ne pouvait ni voir ni sentir. Entre eux, s'était construit un lien forgé dans le danger, la répétition et la survie. Michael se revit marcher dans un silence oppressant, chaque muscle tendu, chaque respiration contrôlée. Sentry avançait légèrement en tête, s'arrêtait parfois, écoutait, flairait, puis repartait sans un regard, sûr que son humain suivait. Ils se comprenaient sans parole. Ils avaient appris à se faire confiance dans des situations où la moindre erreur coûtait la vie. Puis vint l'opération qui avait tout brisé. Un terrain instable, une progression difficile, une explosion lointaine, suivie d'un grondement sourd. La montagne avait cédé sans avertissement. Des roches, de la poussière, le chaos. Michael avait été projeté au sol, enseveli partiellement. Il se souvenait avoir appelé Sentry encore et encore, la gorge brûlée par la poussière et la panique. Il se souvenait du silence qui avait suivi. Quand les secours étaient arrivés, on n'avait retrouvé aucune trace du chien. Le rapport avait été rédigé rapidement.
Sentry avait été déclaré disparu, présumé mort. Les documents avaient été signés. L'histoire, officiellement, s'arrêtait là. Mais pour Michael, elle ne s'était jamais vraiment terminée. Les années avaient passé, emportant avec elles les missions, les ordres, les grades. La guerre avait laissé des cicatrices invisibles, et parmi elles, cette perte jamais acceptée. Il avait appris à vivre avec l'idée que Sentry n'était plus, à se répéter que c'était la logique des opérations, que tout ne revenait pas. Pourtant, au fond de lui, quelque chose refusait de se taire. Lorsque Michael rouvrit les yeux, il était de nouveau à Redstone Ridge. Le chien était toujours là, appuyé contre lui, indifférent aux regards et aux armes. Autour d'eux, la stupeur avait remplacé la méfiance. Personne n'osait intervenir. Laura Bennett observait la scène avec une incrédulité croissante. Elle connaissait Rex depuis des années. Elle connaissait chaque réaction attendue, chaque comportement standard. Ce qu'elle voyait dépassait tout ce qu'elle avait appris. Quelqu'un proposa de vérifier la puce d'identification. Le geste était presque mécanique, comme une tentative désespérée de ramener la situation sur un terrain rationnel. Un appareil fut sorti. Les chiffres défilèrent lentement. Le temps sembla de nouveau suspendu. Lorsque le numéro apparut à l'écran, un silence absolu s'abattit sur le groupe. Les données correspondaient à un chien enregistré des années plus tôt sous un autre nom. Les transferts successifs, les changements d'affectation, le renommage administratif avaient effacé l'ancienne identité, mais la puce, elle, n'avait pas menti. Rex et Sentry n'étaient pas deux chiens différents. Ils étaient un seul et même être, déplacés, reclassés, oubliés par le système, mais pas par la mémoire. La nouvelle se répandit dans la ville comme une onde discrète mais puissante. Les portes s'entr'ouvrirent, des habitants sortirent sur les trottoirs, les voitures ralentirent. Les conversations cessèrent. Même ceux qui, quelques minutes plus tôt, regardaient l'homme avec suspicion comprirent que quelque chose d'exceptionnel venait de se produire. Ce n'était plus une intervention policière, c'était un retour. Rex, ou plutôt Sentry, ne répondit plus aux commandes. Il resta assis près de Michael, le regard calme, déterminé. Il avait retrouvé ce qu'il cherchait sans même le savoir. Pour lui, il n'y avait ni protocole ni passé administratif. Il n'y avait que cette présence familière, ce cœur qu'il reconnaissait encore. Michael sentit une émotion qu'il n'avait pas laissé s'exprimer depuis longtemps, monter lentement en lui. Il ne pleura pas. Il se contenta de rester là, la main posée sur la tête du chien, comme s'il confirmait silencieusement une promesse faite des années auparavant. Autour d'eux, la ville tout entière semblait retenir son souffle. Mais la question demeurait, suspendue dans l'air brûlant du désert. Que faire maintenant? La vérité était révélée, mais le monde des règles et des décisions ne tarderait pas à reprendre ses droits. Et avec elle, viendrait le moment de choisir entre ce qui était écrit et ce qui devait l'être. Le silence qui suivit la révélation fut plus lourd que tout ce qui avait précédé. Il ne s'agissait plus d'un silence de méfiance, ni même de stupéfaction, mais d'un calme profond, presque solennel, comme si chacun présent comprenait instinctivement qu'un seuil venait d'être franchi. La vérité avait émergé, irréfutable, et pourtant rien n'était encore réglé. Les regards se tournèrent vers la route poussiéreuse, là où l'autorité finirait inévitablement par se manifester. Le véhicule officiel arriva peu après, sans sirène, sans précipitation. Il s'arrêta à distance respectueuse de la scène, comme si même la machine refusait d'interrompre ce moment fragile. De la voiture descendit Jonathan Cross, le visage fermé, le regard précis de ceux qui vivent entourés de dossiers confidentiels et de décisions irréversibles. Il était le garant du protocole, l'homme chargé de remettre chaque chose à sa place, même lorsque cette place semblait cruellement inadéquate. Il s'approcha de Michael avec une sobriété calculée, échangea quelques mots à voix basse avec les responsables locaux, puis confirma ce que certains soupçonnaient déjà. L'identité de Michael Hall fut validée, son statut également. Les autorisations, les missions passées, les zones d'ombre, tout était en ordre. Il n'y avait plus de doute. Michael devait être immédiatement extrait de la zone. L'affaire, du point de vue administratif, pouvait être classée. Mais le chien restait. Rex ne quitta pas Michael d'un pas. Il ignorait désormais les commandes, non par défi, mais parce qu'elles avaient perdu leur sens. Il était assis là, calme, immobile, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie.
Jonathan Cross observa la scène avec une attention nouvelle. Il avait vu des dossiers complexes, des situations impossibles, mais rarement une réalité aussi simple et aussi dérangeante. Les règles ne prévoyaient pas ce genre de retrouvailles. Michael ne demanda rien. Il se contenta de rester près du chien, conscient que toute parole pourrait rompre l'équilibre précaire qui s'était installé. Il savait que la décision ne dépendait plus seulement de lui. Elle appartenait à ceux qui devaient arbitrer entre ce qui était écrit et ce qui était juste. C'est alors qu'une voix s'éleva de la foule. Un homme âgé, au dos légèrement voûté, s'avança lentement. Il s'appelait Walter Gray. Il avait servi autrefois, bien avant que les conflits ne changent de nom et de visage. Ses yeux, marqués par les années, reconnurent immédiatement ce que d'autres peinaient encore à comprendre. Il parla des anciens programmes, des chiens de combat, de leur loyauté indéfectible. Il rappela que certains soldats, humains ou non, avaient gagné le droit de rentrer chez eux depuis longtemps. Ces mots n'étaient ni accusateurs ni revendicatifs. Ils étaient simples, empreints d'une vérité que personne ne pouvait contester. Rex, expliqua-t-il, aurait dû être retiré du service depuis des années. Il avait déjà payé son dû. Le garder attaché à un système qu'il avait oublié revenait à prolonger inutilement une guerre terminée. Le bruit sourd d'un hélicoptère se fit entendre au loin, grandissant peu à peu. Le temps se resserra autour de cette décision. Jonathan Cross regarda Michael, puis le chien, puis la foule silencieuse. Il comprit que, quoi qu'il choisisse, ce moment resterait gravé. Finalement, il hocha légèrement la tête. Aucun ordre formel ne fut prononcé à haute voix, mais tout le monde comprit. Michael pouvait partir avec le chien. Lorsque Michael se leva, Rex se redressa aussitôt, comme s'il n'avait jamais quitté sa place. Ils marchèrent ensemble vers l'hélicoptère, sans se presser. Les habitants de Redstone Ridge se rangèrent instinctivement le long de la route. Ils ne regardaient plus un étranger. Ils assistaient au départ d'un soldat qui avait enfin retrouvé ce qu'il avait perdu. Un petit garçon s'avança timidement et toucha la main de Michael. Le geste était simple, presque imperceptible, mais chargé d'une sincérité désarmante. Michael s'arrêta un instant, regarda l'enfant, puis hocha doucement la tête. C'était comme une confirmation silencieuse que tout cela était bien réel. L'hélicoptère s'éleva lentement, emportant avec lui deux silhouettes longtemps séparées par la guerre et l'oubli. Ce n'était pas une fuite, mais un retour. Pas une victoire éclatante, mais une réparation discrète. Quelques semaines plus tard, à l'arrêt de bus où tout avait commencé, une petite plaque apparut. Elle représentait un homme et un chien, côte à côte. Les mots gravés étaient simples. À ceux qui servent et à ceux qui attendent. Bienvenue à la maison. Parfois, le miracle ne se manifeste pas dans le fracas ou la lumière. Parfois, il se révèle dans une reconnaissance silencieuse, dans un souvenir partagé, dans un lien qui n'a jamais cessé d'exister. Et parfois, le chemin du retour passe par celui qui n'a jamais cessé d'attendre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire et de nouveaux récits capables de bouleverser votre vision des gens et du destin. Regardez la prochaine vidéo ainsi que les autres contenus de la chaîne. Vous y trouverez encore plus de moments après lesquels il est impossible de rester le même. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir en ce moment. Écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo.